Bonsoir à tous et bienvenue sur TV 78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire pour débattre, discuter et échanger sur des sujets qui font l'actualité. Et ce soir, on va parler de la sédentarité des jeunes. Plus de 80% des adolescents scolarisés au niveau mondial font moins d'une heure d'activité physique par jour, selon l'Organisation mondiale de la santé en 2019. En France, seulement 5% des enfants suivent ces mêmes recommandations. Alors pourquoi une telle sédentarité et comment lutter contre ce manque d'activité? On en parle avec nos invités. Roxane Lavergne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice académique adjointe en charge des sujets liés à l'EPS à la DSDEN des Yvelines, et docteur Alain Frey, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin du sport au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Alors je voudrais qu'on débute avec quelques chiffres de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 66% des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant, 49% un risque sanitaire très élevé, des chiffres donc liés à la sédentarité et l'inactivité physique. Docteur Frey, l'ANSES alerte les pouvoirs publics sur la nécessité de promouvoir et de renforcer l'activité physique dès l'adolescence, qui est une période charnière. Qu'est-ce qui en fait une période charnière? C'est même avant. Il faut effectivement le faire à l'adolescence, mais il faut le démarrer bien en amont, c'est-à-dire dès la petite enfance. C'est pas pour rien qu'on initie dans pas mal de fédérations les systèmes de baby activités, si je puis dire, pour faire bouger les enfants dès le début et le plus jeune âge. Donc, la période charnière, évidemment, puisque c'est une période de croissance. Et que lors de cette période de croissance, l'enfant, il a besoin déjà de bouger. Il faut qu'il bouge. Et il ne faut pas qu'il reste dans une inactivité qui va l'entraîner dans une sédentarité progressive. Et que je rappelle quand même que c'est quand même à cet âge-là, entre 11 et 17 ans, qu'on apprend, grosso modo, tout ce qu'on doit faire derrière. D'ailleurs, si on ne les apprend pas à bouger là, ils vont de moins en moins bouger et ça sera de plus en plus difficile de les faire bouger quand ils auront 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, il faut le faire dès le plus jeune âge et même commencer avant l'adolescence. Donc, on le fait dans pas mal, comme je vous l'ai dit, de fédérations où on peut accueillir des enfants dès l'âge de 4, 5 ans, 6 ans en adaptant l'activité. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire de la compétition dès le début et le plus jeune âge, et de démarrer de l'activité pour les initier à l'activité physique. Oui, voilà, c'est effectivement ça qu'il faut faire dès le début. Le 20 janvier dernier, vous étiez aussi auditionné au Sénat autour de cette question de la sédentarité, et vous disiez qu'il sera plus facile pour un sujet qui est dans une infection de longue durée, mais qui a fait peu d'activité physique dans sa jeunesse, que pour une personne qui n'en a jamais fait auparavant. Ça permet aussi, quand on commence jeune, le long terme plus tard? Exactement. Ce qu'on a rappelé à nos sénateurs, c'est qu'effectivement, le sport santé ou la prescription sur ordonnance de l'activité physique, il y a tout un réseau, comme vous le savez, qui s'est développé en Île-de-France, mais en France également. Chaque région a, entre guillemets, son réseau. L'idée, c'est de prescrire de l'activité physique, certes, pour des personnes qui sont en ALD, c'est-à-dire des affections de longue durée, qui sont obèses, qui ont de l'hypertension, et maintenant, pour être dans l'activité, on est en train de suivre les gens qui ont été atteints du Covid, atteints de la Covid et qui ont des séquelles, notamment pulmonaires ou éventuellement à visée cardiaque, et qu'il faut les réadapter à l'activité physique. Je ne parle même pas de sport, c'est déjà les réhabituer à déjà avoir une activité normale et essayer de marcher correctement. Il y en a qui sont vraiment essoufflés dans les séquelles de la Covid. Donc, chez les enfants, bien évidemment, chez les personnes qui ont une maladie chronique, l'avantage, c'est quand ils ont déjà pratiqué étant jeunes, c'est beaucoup plus facile de leur redonner le goût à l'activité physique, parce qu'ils ont eu une culture, quand ils étaient jeunes, de faire cette activité physique. Et comme ils avaient du mal, effectivement, à continuer de l'activité physique pour une raison particulière, qui peut être familiale, professionnelle et autres, ou leur maladie qu'ils ont eue, l'idée, c'est de les remettre à l'activité physique. C'est un peu plus difficile quand on n'en a jamais fait, parce qu'on se dit toujours, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et donc, il faut les réinitier à bouger tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a tout un réseau d'enseignants en APA qui mettent toutes ces personnes à l'activité une fois que nous les avons, nous, évaluées et testées,
que ce soit par le médecin traitant ou que ce soit par les centres de référence comme le nôtre dans les Yvelines Nord, donc à Poissy-Saint-Germain, où on fait une évaluation donc de tout ce qui est activité physique. En fait, je les évalue, comme je l'ai dit au Sénat, on les évalue de la même manière qu'un sportif de haut niveau, sauf qu'on est effectivement sur des capacités 10 fois moindres, 50 fois moindres qu'un sportif de haut niveau, et on permet de pouvoir s'adapter à eux au niveau de l'activité physique. Donc il faut le faire, il faut le bouger. Je pense qu'il y a plusieurs études au niveau de l'OMS qui le démontrent, que l'activité physique, elle est primordiale pour l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, et quelle que soit la pathologie qu'on a en face de nous. Il faut essayer de leur proposer une activité physique. Et je ne parle pas, je l'ai bien dit, de sport. Justement, on va décrire un petit peu. Progressivement à faire du sport, il n'y a pas de souci, mais c'est déjà l'activité physique. Justement, Roxane Lavergne, au sein de l'Académie de Versailles, dans le département des Yvelines, est-ce que vous ressentez ce manque d'activité chez les élèves ? Oui, tout à fait. La sédentarité des enfants et des adolescents est un enjeu de santé publique, vous l'avez dit. C'est aussi un enjeu pour l'école. De nombreuses études ont souligné que nos jeunes avaient une moins bonne forme physique que leurs aînés. Et on s'est saisi de ce triste constat qui a été renforcé par la période de confinement que nous avons traversée pour s'attaquer au problème et proposer justement différents dispositifs. Pourquoi ? Parce qu'être en bonne santé, c'est une condition préalable, fondamentale pour bien apprendre. On a tous en tête la citation du Vénal, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports également, va lancer un dispositif avec l'aide donc du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se nomme 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Parce qu'il faut, le docteur Frey le disait, il faut prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Effectivement, on va essayer de ritualiser des pratiques quotidiennes qui vont donner l'habitude à nos jeunes, à nos enfants, de pratiquer régulièrement une activité sportive qui n'est pas forcément du sport. Vous avez eu raison tout à l'heure, docteur, de le souligner. Il ne s'agit pas de faire 30 minutes en plus de sport tous les jours, puisque nos enfants ont déjà 3 heures par semaine d'activité sportive. Il s'agit de bouger, tout simplement, en tout cas d'avoir une activité, que ce soit pendant les récréations. On a tous joué à chat quand on était plus jeunes. Alors pour nos enfants actuellement, si vous leur dites jouer à chat, ils vont vous regarder avec des gros yeux ronds, parce que pour eux c'est plus poule, renard, vipère que jouer à chat, mais peu importe. Aménager des espaces dans la cour de récréation, on a songé à aménager des zones. Il y aurait une zone pour la balle aux prisonniers, une zone pour la course, de manière à leur permettre de prendre l'habitude de pratiquer une activité, donc on peut dire sportive ou on peut dire une activité tout simplement, en tout cas être plus actifs qu'ils ne le sont actuellement. Ces pistes, donc c'est la récréation. C'est aussi des expérimentations. On a essayé dans certaines écoles, puisque le dispositif s'adresse majoritairement aux écoles élémentaires, on a essayé donc d'expérimenter dans des écoles en particulier des cours le matin et uniquement du sport l'après-midi. Donc là, c'est en phase d'expérimentation et on en tirera les leçons prochainement. Et on a différents partenariats. Vous parliez tout à l'heure, docteur, des fédérations sportives. Nous nous appuyons également sur ces fédérations, bien entendu, à l'aide de conventions. Depuis 2019, nous avons signé plus d'une trentaine de conventions avec des fédérations dans tous les domaines, que ce soit dans des domaines habituels, on va dire, comme le rugby, le football. Mais nous avons aussi du badminton, du golf, du cyclisme. Voilà les différentes activités et les passerelles qui existent entre l'école et une activité sportive plus sur le périscolaire. Docteur Frey, on le voit, il y a des solutions qui sont mises en place dans les établissements scolaires. Mais est-ce que c'est à l'éducation nationale de prendre cette question en compte, ou il faut aussi sensibiliser les parents? Nous sommes une génération écran aujourd'hui. Oui, vous avez raison. C'est vrai et encore plus pendant malheureusement cette période sanitaire où on a beaucoup de réunions en visio, donc on bouge peu et moins en tout cas. Il faut sensibiliser tout le monde. C'est dès le plus jeune âge, comme je vous l'ai dit.
Et vous l'avez rappelé, Madame Lavergne, c'est vrai qu'il faut que ça parte de la scolarité dès le plus jeune âge et même avant l'arrivée au collège. Il faut que ça se fasse en maternelle déjà. Il faut apprendre apprendre à tout le monde à bouger correctement, à pratiquer une activité physique, à faire éventuellement un sport si tant est qu'on a envie d'en faire un, mais en tout cas à bouger. Il faut que les conditions soient réunies aussi. Je suis passé par le système scolaire également, et c'est vrai que quand vous avez l'activité physique qui est à 8 heures du matin, qu'il faut déjà faire une demi-heure pour se rendre dans le gymnase, et que la plupart des jeunes n'ont pas mangé parce qu'ils se sont réveillés rapidement, c'est compliqué d'aller faire de la vraie activité physique. Donc les expérimentations qui sont faites, un peu comme le système allemand, qui est globalement basé sur les cours le matin et l'activité physique et culturelle l'après-midi, ça peut être une bonne alternative. Après, je me suis toujours posé la question, pourquoi on mettait l'activité physique à 8 heures du matin, notamment chez les jeunes, alors qu'on pourrait le faire 2-3 heures après et les mettre plutôt en fin de matinée. Sauf que ça pose des problèmes, puisque ça voudrait dire que tout le monde fait de l'activité physique à ce moment-là. Il faut bien que nos enseignants en EPS ils puissent travailler sur toute la journée et donc avoir des horaires qui commencent dès le matin. Sauf que commencer à 8 heures une activité physique, compliqué. Ça voudrait dire que demain, il se lève à 5-6 heures pour manger et avoir quelque chose dans le ventre pour pouvoir faire l'activité physique. Donc ça entraîne plein de comportements et de changements de comportement à côté. Je sais qu'on peut faire du sport à jeun le matin, mais plus compliqué, et il faut s'entraîner pour ça. Et là, on est dans le sport. Et donc l'activité physique dès le matin, 8 heures, compliqué sur le gamin qui s'est réveillé 3/4 d'heure avant, qui a cavalé comme un malade pour venir à l'école, qui n'a pas forcément mangé, puisque je m'aperçois dans les bilans que je peux faire, moi chez pas mal de jeunes, qu'il y en a plein qui ne mangent pas le matin. Donc il y a toute cette éducation-là à refaire. Et pourquoi pas, à un moment donné, voir effectivement avec l'éducation nationale comment est-ce qu'on peut organiser cette activité physique de manière à ce qu'on ait plus de chances qu'elle soit suivie en plus. Alors, effectivement, heureusement, tous les cours de PS ne commencent pas à 8 heures. Non, bien sûr. On a quand même le souci du rythme de l'enfant et on essaye de le mettre sur des plages horaires où, comme vous le dites, voilà, la pratique serait plus bénéfique à nos jeunes. Toutefois, vous avez raison. Alors, c'est moins le problème des emplois du temps des enseignants que le problème des structures. Puisque une école ou un collège, soit ont leur propre structure, ce qui est une grande chance, soit partagent les structures sportives avec la municipalité. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs établissements qui se partagent les plateaux sportifs. Et ma foi, il faut bien exploiter toutes les plages de la journée, y compris les matinales. Alors, ça relève aussi d'une éducation, vous le mentionnez, peut-être mieux déjeuner le matin. Il y a des actions aussi concernant l'hygiène de vie et des actions qu'on a baptisé petit déjeuner qui existe dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'un petit déjeuner équilibré, eh bien, c'est important. On leur explique en quoi il consiste, surtout qu'est-ce qu'un petit déjeuner équilibré. Donc, il y a des actions en ce sens. Et donc, tout est fait, voilà, pour que normalement le rythme de l'enfant soit le plus respecté possible. Alors nous, chaque semaine, on pose une question à nos téléspectateurs. Celle de cette semaine, c'est: avez-vous du mal à proposer de l'activité physique à vos enfants ? On nous répond oui à 57%. Mais docteur Frey, j'aimerais que vous précisiez tout à l'heure, vous l'avez répété à plusieurs reprises, faire de l'activité physique, ce n'est pas faire du sport. On a plein d'autres solutions. Oui, il n'y a pas que... Alors quand je dis le sport, je parle plutôt compétition etc. Donc on n'est pas obligé de faire systématiquement du sport à visée compétition, même si à un moment donné on peut prendre goût, etc. Quand je prends tout ce qu'on peut proposer comme activité physique pour toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques et à qui on leur propose une activité physique, ça peut être simplement de la marche. Le truc tout simple de dire je suis à 500 mètres, 1 kilomètre d'un lycée, d'un collège ou autre, et plutôt que de prendre le bus ou autre, d'y aller à pied, avec tout ce que ça pourrait comporter comme danger autre, en y allant à pied et pas le bus, je l'entends, et je peux le concevoir, mais il faut essayer de bouger dès qu'on peut, quoi. Donc pourquoi prendre la voiture pour faire juste 1 kilomètre, pourquoi, etc. Pourquoi prendre l'ascenseur quand il y a les escaliers à côté, enfin bref, c'est tous les gestes quotidiens qu'on peut essayer d'éviter. Il y a des jeunes qui me disent de temps en temps « Ouais, mais notre ascenseur dans le lycée, il marche pas. » Je les regarde, je leur dis « C'est pas grave, vous prenez les escaliers, ça vous fera du bien. »
Ah ouais, mais mon cartable, il est lourd. Bah oui, d'accord, ton cartable, il est lourd. Mais à un moment donné, bon, voilà. Donc, je te ferai pas de petits mots pour dire tu as droit de prendre l'ascenseur alors que ton cartable, il est très lourd et que tu as un peu mal au dos. Bon. Donc, il y a des solutions à trouver. Il faut les faire bouger. Alors, le mieux, c'est effectivement avec de l'activité physique qui est encadrée soit par un prof d'EPS, soit par un éducateur sportif dans un club, dès lors qu'ils ont une appétence pour tel ou tel type de sport. Et qu'après, effectivement, il faut qu'ils y viennent régulièrement et que ce soit intégré dans leur cursus et scolaire et physique, quoi. Donc, on en a des solutions. Alors, actuellement, les solutions, on les développe plutôt avec le développement du sport santé chez les personnes qui le nécessitent, mais on pourrait l'adapter sur d'autres personnes qui font peu de sport ou pour lesquelles la culture sport, c'est pas leur truc, mais de leur réapprendre à bouger dans la vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même sur de l'activité physique de marche toute simple, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller inventer la poudre là-dedans. Mais tout ça, ça peut être encadré, ça peut être proposé, et puis il faut que ça soit proposé très tôt dans l'enfance. Roxane Lavergne, on l'a dit vite fait tout à l'heure, le contexte sanitaire de cette année est particulier. La Covid-19 nous a interrompu sur beaucoup d'activités, et notamment les activités extrascolaires qui se sont raréfiées. Tout ce qui est en intérieur est quasiment interdit, reprend un petit peu. Est-ce que l'Académie est plus attentive encore, peut-être cette année ? Alors, c'est vrai que depuis le 18 janvier dernier, les activités donc sportives en intérieur ont été suspendues à cause de la propagation de la Covid-19. Toutefois, moi je tiens à souligner l'imagination et l'adaptabilité de nos professeurs d'éducation physique et sportive. Ils ont un dynamisme remarquable parce qu'ils ont su s'adapter et proposer des activités justement aux jeunes en tenant compte des contraintes bien évidemment liées au virus, liées à la crise sanitaire. Mais vraiment, ils ont proposé d'autres activités pour éviter le brassage d'élèves, faire des parcours différés ou bien faire plus de marche. Vous parliez de marche en lançant des concours. Alors, non pas des compétitions, puisque vous l'avez dit, les compétitions ont été annulées, mais faire des compétitions à distance. Voilà, des battles. Alors, il y a eu une battle randonnée qui a été organisée certains collèges où ça serait au collège qui marcherait le plus de kilomètres pour remporter cette fameuse bataille. Donc vraiment une grande imagination de la part de nos professeurs qui ont eu à cœur vraiment de maintenir une activité et de s'adapter aux besoins de nos jeunes. Vous mentionniez tout à l'heure, docteur, le fait que on évite de suspendre toute activité. Et il y a eu une véritable adaptation de l'éducation nationale, je trouve, ces dernières années sur ce point, puisque auparavant, lorsqu'un enfant avait une pathologie quelconque, il était dispensé de sport. Voilà, on avait ce terme-là sur les certificats. Maintenant, vraiment, on demande, l'institution demande aux médecins, et ils nous suivent à 200%, de vraiment spécifier pour quel type de pratique l'enfant ne peut pas, quel type de pratique l'enfant ne peut pas pratiquer. Pardon, je me répète. Tout simplement parce que ça permet aux professeurs de proposer autre chose. Un enfant qui ne va pas pouvoir courir, peut-être qu'effectivement, il va pouvoir quand même jouer au basketball, mais en marchant. En tout cas, une adaptation lui est proposée de manière à le faire participer, à ne pas l'exclure du groupe. Et si vraiment il ne peut pas pratiquer, au moins il peut arbitrer. Mais en tout cas, il n'est pas coupé du groupe et vraiment inclus dans toutes les pratiques. Oui, justement, docteur Frey, je voudrais rebondir à cette notion. Il y a des sports, des activités pour lesquelles nous ne sommes pas faits, mais on n'a pas nécessairement d'appétence particulière. Est-ce que vous, en tant que médecin, il faut vous préconiser qu'on aille chez son médecin, peut-être généraliste, pour évaluer les possibilités qu'on peut faire avec notre physique, nos capacités sportives ? Exactement. Ça part du médecin traitant qui connaît très bien son patient et la famille. L'idée, c'est effectivement qu'il l'évalue. Alors, soit il est capable de l'évaluer parce qu'il n'y a pas de pathologie, on va dire, lourde, nécessiterait une investigation un peu plus poussée. C'est vraiment le réseau prescriforme de l'Île-de-France, c'est ça. C'est-à-dire, tout ne passe pas par nous au niveau du centre de référence. Il est évident que ça passe par médecin traitant. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois comme mes collègues à d'autres médecins traitants. C'est-à-dire, vous évaluez les capacités de votre patient que vous avez en face de vous, quel qu'en soit l'âge. Soit il n'y a pas grand-chose et vous prescrivez de l'activité physique ou vous leur dites, si tu peux faire ci, tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Si le médecin traitant a le moindre souci dans l'évaluation ou le type de pratique qu'on pourrait le faire à son patient, qui présente ou non une pathologie d'ailleurs,
c'est effectivement de nous l'adresser pour que nous, on puisse faire sur le plateau technique une évaluation complète de ses capacités. Le médecin traitant est tenu au courant et ensuite le patient rentre dans la filière avec les enseignants en APA qui le prennent en charge et qui démarrent quelque chose. Et ensuite, ça part dans le réseau des éducateurs qui ont été formés par Jeunesse et Sport et qui peuvent ensuite les prendre en charge dans certaines fédérations, dans certains clubs. Voilà, tout ça, c'est un peu long, vous vous en doutez, à mettre en place. Il y a une grosse formation qui est faite par Jeunesse et Sport et par le comité départemental olympique, de former tous ces enseignants, qu'ils soient éducateurs, coachs et autres, pour pouvoir mettre en place tout ce suivi de patients qui ont besoin de se remettre à l'activité physique, notamment s'ils ont en plus une pathologie chronique. Et ça nécessite qu'il y ait tout un réseau derrière et une évaluation de tout ce qu'on met en place au niveau du centre de référence pour le Nord des Yvelines à l'hôpital. C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question, mais quelles sont les principales conséquences pour un jeune de ne pas faire d'activité physique ? Vous avez raison de poser la question. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a effectivement une prise de poids, c'est clair, qui va se faire progressivement. Alors, prise de poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement des problèmes après d'articulaire, de surpoids. On peut avoir des problèmes cardiaques qui apparaissent, des problèmes respiratoires qui apparaissent, un mal-être sur le plan de la santé mentale, pour en parler également, puisque ça en fait partie. Et dans ces périodes de croissance, d'adolescence, on sait qu'il faut être assez vigilant vis-à-vis de ces enfants qui ne se sentent pas bien dans leur peau, quelle qu'en soit la raison ou la cause, qu'elle soit familiale ou autre, et qu'il faut effectivement s'en occuper. Donc, il y a pas mal, on va dire, d'effets secondaires à ne pas bouger. Il y en a plus qu'à bouger. Donc, quand on regarde la part des choses et la balance entre les deux, il faut mieux effectivement proposer une activité physique assez jeune. On l'avait fait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez évoqué, mais j'avais dû l'évoquer au Sénat, de dire que je n'avais pas attendu évidemment qu'on fasse tout ce développement du sport santé, puisque dans les fin des années 90-2000, j'avais déjà ici au sein du service de médecine du sport mis en place tout un circuit avec Bullion, qui est l'hôpital où il y a tous les enfants obèses de l'Île-de-France qui y sont. Et on avait commencé avec la pédiatre de mettre en place tout un circuit pour les évaluer et donner des informations à un kiné, ou je ne me souviens plus si c'était un kiné ou déjà un STAPS formé à l'activité physique, qui les prenait en charge derrière pendant leur séjour à Bullion, où évidemment on vérifiait tout, la diététique, le psychologique, etc., etc. Et on les faisait déjà bouger avec des programmes qu'ils faisaient par rapport à l'évaluation qu'on fait. Et je crois qu'ils le font encore maintenant avec nos collègues de Rambouillet, si ma mémoire est bonne. Roxane Laverne, mais effectivement, c'est des actions qui sont de plus en plus. Roxane Laverne, on en parlait aussi, ça peut amener à un manque de confiance chez les jeunes. Et l'UNSS, avec vous, l'UNSS fait une caravane santé, des petits défis physiques, où ils sont en mesure de se rendre compte qu'ils peuvent faire les choses. Tout à fait. En fait, l'UNSS, donc l'Union nationale du sport scolaire, a mis en place donc cette fameuse caravane santé qui, à ce jour, s'est rendue dans 26 établissements des Yvelines. Et cette caravane santé fait passer 11 tests différents à des jeunes collégiens. C'est des tests, par exemple, ça peut être du forcement abdominal, ça peut être l'exercice de la chaise pour tester aussi leur endurance. Bon, plein de petits tests rapides de quelques minutes. Et à la fin, ils ont un résultat avec un code couleur. C'est-à-dire que s'ils sont un code rouge, bien évidemment, c'est mauvais signe et ils sont en très mauvaise forme physique, il va falloir qu'ils y remédient. Ou bien un symbole jaune, ou bien un symbole vert. Et hélas, nous sommes rendus compte, là, après ces 26 tests dans les établissements des Yvelines, que malheureusement, un quart de nos jeunes étaient en mauvaise forme physique. Donc, BNSS se saisit de cela pour en parler, bien entendu, avec les jeunes, qui sont de plus en plus sensibilisés tout de même à une bonne hygiène de vie, grâce aux réseaux sociaux. C'est ma foi une bonne influence des réseaux sociaux. Ils sont très sensibles, voilà, à cette hygiène de vie qu'ils se doivent d'avoir, d'être en bonne santé s'ils veulent, bien vivre. Et donc, on leur propose des activités en fonction, de leurs résultats à ces tests et une reprise, alors soit une reprise en douceur, soit au contraire un renforcement de leur activité physique. Mais en tout cas, c'est un programme qui est adapté aux tests qu'ils ont passés.
Alors, et en quelques secondes, docteur Fouet, on va terminer avec vous. On est bien d'accord, il n'est jamais trop tard pour commencer. Exactement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, qui n'ont jamais fait d'activité physique, et pour maintenant l'avoir bien développée depuis maintenant 3-4 ans au sein de ce service, et avec l'aide de nos enseignants en APA, on s'aperçoit que effectivement les personnes prennent goût à l'activité physique. Et ils font pas de sport, hein, ils ont 55, 60, 70 ans, avec des pathologies chroniques qui leur sont tombées dessus, si je puis dire. Et le fait de découvrir leur corps et d'apprendre à bouger, si en plus ils ne l'ont jamais fait avant, je peux vous dire que c'est un véritable bonheur pour eux. Et on a l'impression, non pas de les guérir de leur pathologie, parce qu'on n'est pas là pour les guérir, mais en tout cas les aider à supporter cette pathologie, parfois même à diminuer la consommation de médicaments liés à cette pathologie, et donc ils se sentent mieux. Donc il faut qu'on continue à le faire, donc ça marche là. Et puis chez les jeunes, il faut effectivement, mais on l'a dit depuis le début de l'émission, il faut effectivement les faire bouger. Ça, je continuerai à pousser dans cette voie-là toutes les initiatives pour les faire bouger. Et on va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Le 7-8 Société est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.